Aujourd'hui, l'ambiance est étrange, comme en suspension, comme à la surface d'un étang. Et je vais parler un peu de Virginia Woolf. Je me suis donné il y a quelque temps comme objectif un genre de résolution de bonne année qui était pas à la date, qui n'était pas à la date, de lire une nouvelle de Woolf par jour. Et de reprendre mon journal. J'ai moins repris le journal, même si pas mal. Et ça me fait du bien d'écrire un peu quotidiennement, de retracer des rêves réellement faits, produits dans le travail nocturne. Et d'avoir cette accroche littéraire quotidienne et en même temps de découvrir une autrice, une romancière, une essayiste que je connais très peu. Alors j'ai parlé de Virginia Woolf l'an dernier pendant le confinement pour une chambre à soi en proposant une relecture d'une chambre à soi et, euh, et c'est un texte qui me marque toujours beaucoup et notamment par ses aspects fuyants. Alors j'ai un peu envie de filer la métaphore aquatique et notamment celle des surfaces et des profondeurs qui est vraiment très marquée donc, dans la nouvelle éponyme qui donne son nom à ce recueil, La fascination de l'étang. C'est une nouvelle qui décrit vraiment en fait, les fantômes que peuvent être les souvenirs qui habitent un lieu, et ce lieu ici c'est un étang. Alors ce recueil, traduit de l'anglais par José Camoun avec une préface d'Arnaud Caswin. On est en collection Signature Point, donc aux éditions Point. C'est social à Paris, je ne sais pas tellement si c'est... Ouais, ce n'est pas le titre original, et on a plein de dates différentes pour les publications anglaises, et ce sont des textes qui n'ont pas tous été publiés véritablement en anglais, en tout cas en volume. Bon, moi je les ai lus en français parce que je suis mauvaise angliciste et que ça suffisait pour les résolutions. Lire en français c'était quand même plus facile que lire en VO. On est sur du seuil 90 et point 2013 pour la préface. J'avoue avoir peu de souvenirs de la préface, mais est-ce que je l'avais lu d'ailleurs? Non, elle est bien, hein, quand... Bon, elle explique l'édition de l'ouvrage et quelques petites choses. Elle n'est pas trop pesante. Bon, voilà, c'est bien. La plupart des nouvelles sont datées et elles sont classées par ordre chronologique, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, sauf la dernière, qui est supposée venir avant la première, et sans pour autant être réellement datée. Enfin, tout ça est expliqué, parce qu'on a des notes à la fin. J'aime bien quand on a les jaquettes comme ça qui permettent de faire des marque-pages doubles à peu de frais et qui ne se perdent pas. Parce qu'on a des notes avec souvent les dates, et parfois les dates à la fin des nouvelles. Alors là, je ne sais pas si c'est parce qu'elles étaient... pas tellement à la fin des nouvelles d'ailleurs, enfin, mais il me semble que je l'avais vu sur une. Bon voilà, on a des dates. Ce qui est surtout intéressant, j'ai trouvé, c'était d'avoir cette progression, et donc je les ai lues. Je lis assez peu de nouvelles, alors qu'en fait je les aime beaucoup. J'ai vraiment envie de me remettre à Maupassant, j'ai envie de me plonger plus aussi dans d'autres auteurs. Non, les dates sont vraiment dans les notes. Il me semblait qu'il y avait un cas où la date était à la fin de la nouvelle, mais je ne sais plus lequel. Et je ne sais si je n'ai pas rêvé. En tout cas là, je ne le revois pas. Bon, on est dans un format super métro, mais je ne prends plus le métro en ce moment. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir de la lecture littéraire en journée. Alors que j'ai tendance à réserver la littérature pour un temps hypnagogique qui va précéder le sommeil et qui, en général, est mordu par le sommeil lui-même. Et donc, je les ai lus à des moments très différents de la journée, parfois plusieurs dans la même journée, mais cela a été assez rare. Parfois en plusieurs moments, et puis quand cela a été possible, j'ai essayé de ne pas en faire non plus une tâche. Mais ce que je voulais, c'était réserver cela à un plaisir. Alors, plusieurs nouvelles sont des matrices, on peut dire, de façon un peu technique. C'est notamment la matrice, en dehors de l'utérus. C'est un terme d'informatique. C'est pour ça que le film Matrix s'appelle Matrix.
parce qu'en fait c'est un peu la base en informatique, en programmation. Donc plusieurs sont des passages de Mrs. Dalloway que je n'ai pas lu, que j'avais commencé au lycée il y a une autre vie. Et ce sont celles qui m'ont le moins plu parce que j'ai eu l'impression que j'allais déflorer mon plaisir romanesque, alors que là j'étais dans un plaisir novelliste. On a des nouvelles très très différentes. J'ai adoré la première, Phyllis et Rosamond, qui montrent deux sœurs dans leur vie quotidienne et mondaine, et dans une discussion notamment lorsqu'elles vont voir des artistes, ou un cercle plus proche des artistes et moins bourgeois que leur cercle familial, avec une acuité une acuité des personnages et je veux dire de la narratrice, allons-y franchement. Mémoire de romancière m'a beaucoup plu, où on a vraiment la visite, me semble-t-il, d'une romancière dans un vieux château. On a des choses qui sont très, très académiques, hein, d'une certaine façon, comme La Veuve et le Perroquet, histoire vraie. Là, pour moi, on est en plein 19e, mais c'était aussi très chouette. Et des choses qui sont vraiment, vraiment étonnantes, comme donc La Fascination de l'étang. 3 tableaux m'a beaucoup plu aussi, avec une structure narrative, j'ai pu voir, très expérimentale, très moderne, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut le dire. La station balnéaire Flux et Reflux, qui est a priori le dernier texte de fiction achevé par Virginia Woolf avant son suicide, et splendide. Bohème la bâtarde est très, très maupassant. La dernière, Dialogue sur le Pentélique, sur la Grèce, m'a énormément plu aussi, et ce serait a priori un texte écrit avant Phyllis et Rosamond, et sur quelque chose de très grec, mais qui m'a rappelé tout ce qu'il peut y avoir d'ironique autour de la prière sur l'acropole de Renan. Et encore autre chose, Renan n'est pas cité, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans les liens Renan-Woolf, mais faut-il le faire? Et peut-être est-ce déjà fait. En tout cas, quelque chose qui m'a vraiment plu, portrait et pareillement très incisif, et avec des textes très courts, alors quelque chose qui est très proche de l'instantané. On peut penser... c'est vraiment comme si on veut tracer des grandes lignes littéraires, quelque chose qui se situerait à la charnière de Maupassant, voire de Flaubert, et de Nathalie Sarraute. Quelque chose de cet ordre-là qui m'a énormément plu. Bon, La Soirée, Sympathie aussi m'ont plu, d'autres sont un peu plus lointaines. Le Bonheur est très très beau. Et à chaque fois, en fait, j'ai retrouvé quelque chose qui était de l'ordre de l'impressionnisme, mais dans l'impressionnisme, non pas dans le flou, mais dans la peinture, ou plutôt dans la transcription directe de ce que sont des sensations, donc les impressions de l'impressionnisme, dans une vie notamment assez souvent urbaine, mondaine, et qui donne l'impression, donc, comme cet étant, de quelque chose de sous-jacent. Mais bon, je connais mal Woolf, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez présent chez elle, et qui s'attrape dans un flux de la vie, et dans un flux qui est souvent urbain ou mondain. Et qui, dans le même temps, est décalé, parfois caustique, parfois décalé, ce qui va donner une sensation d'ironie, mais d'une ironie dont on ne sait plus tellement cerner l'objet. Non pas comme chez Flaubert, où on a l'impression qu'on se fout même de notre gueule, mais qui m'a semblé être plus proche d'une forme de connivence. Et il y a cette nouvelle extraordinaire que j'ai déjà conseillée à plusieurs personnes autour de moi, et que j'ai même lue, qui s'appelle Une société, et qui m'a énormément plu. Alors, Une société, ça appartiendrait au cycle 17-21, donc de 1917 à 1921. Bon, tout ça, c'est toujours les grandes lignes, hein, et qui n'est pas tellement daté en dehors de cela. Mais bon, non, pas de date. Et qui m'a semblé très représentative de quelque chose de très proche de ce que peut être, de ce que je m'amuse et que je pense très sérieusement être une stylistique féministe. Non, aucune date pour Une société, enfin en tout cas je n'en trouve aucune, il y en a peut-être ailleurs. Je vais en lire un peu quelques passages en essayant de ne pas trop la divulgacher. Voici comment tout a commencé. Un soir après le thé, nous étions 6 ou 7. Les unes regardaient la mercerie d'en face, où les plumes écarlates et les mules dorées chatoyaient encore dans la lumière de la vitrine. Beaucoup de choses comme ça sur les sons, les odeurs, les lumières.
D'autres trompaient leur désœuvrement en empilant des sucres sur le bord du plateau à thé. Et hop, ces petits détails très concrets de la vie. Autant que je me souvienne, au bout d'un moment, nous nous sommes rapprochés de la cheminée et nous nous sommes mises, comme toujours, à faire l'éloge des hommes. Qu'ils étaient forts, et nobles, et brillants, et courageux, et beaux. Et là, déjà, on sent une ironie dans ce qui s'appelle un discours narrativisé, c'est-à-dire un résumé de paroles. Qu'elle était enviable, celle qui, peu importe comment, avait réussi à lier son sort à l'un d'entre eux, lorsque Paul, PO2L, qui n'avait pas ouvert la bouche, a fondu en larmes. Donc, hop, ça c'est très propre à la nouvelle, un événement perturbateur, parce que la nouvelle va amener cette forme de condensation. Mais c'est aussi une nouvelle dont la structure met à mal la structure même d'une nouvelle telle que La Veuve et le Perroquet, par exemple, histoire vraie. Il faut que je vous dise, ça c'est intéressant, parce que ça c'est de l'oral. Et ça, c'est-à-dire que la narratrice s'adresse à nous. Ici, c'est explicitement une narratrice. Il faut que je vous dise que Paul a toujours été un peu bizarre. Son père lui-même était singulier d'ailleurs, détail qui sera repris ensuite. Il lui a légué une fortune, mais sous condition qu'elle lise tous les livres de la Bibliothèque nationale. Nous l'avons consolé de notre mieux, mais nous savions bien, au fond de nous, que cela ne servait à rien. Nous l'aimions bien, Paul, mais ce n'est pas une beauté. Ficelé comme l'as de pique, avec sa, familiarité, très orale. Et pendant que nous étions là à faire l'éloge des hommes, elle devait se dire qu'il ne s'en trouverait jamais un qui ait envie de l'épouser. Elle a fini par sécher ses larmes. Tout d'abord, nous n'avons rien compris à ce qu'elle racontait. Excusez-moi. Il faut reconnaître que c'était singulier. Elle nous a dit que, comme nous le savions, elle passait le plus clair de son temps à la Bibliothèque nationale. Elle avait commencé par le dernier étage et s'acheminait méthodiquement vers le rez-de-chaussée les pages du Times. Or, voilà qu'à mi-chemin, ou au quart peut-être, une chose affreuse s'était produite. Autre élément perturbateur, mais cette fois inséré dans le récit. Et ça, c'est intéressant, c'est quand même subtil. Impossible d'en lire plus, les livres n'étaient pas ce que nous avions cru. Les livres, s'est-elle écrit avec des accents désolés que je ne suis pas près d'oublier. Les livres sont presque mauvais, sont presque tous mauvais au-delà de toute expression. Bien sûr, nous nous sommes récriés. Des livres, Shakespeare en avait écrit, et Milton, et Shelley. Ah oui, on voit que vous avez bien appris votre leçon, seulement vous n'êtes pas lectrice à la Bibliothèque nationale, vous. La voilà qui se remet à sangloter. Enfin, quand elle a retrouvé ses esprits, elle a tiré un livre de la pile qu'elle traînait toujours avec elle. Vu d'une fenêtre, dans un jardin, quelque chose comme ça, écrit par un certain Benson Hanson, ou quelque chose d'approchant. Cette légèreté sur le livre, sur le mauvais livre. Un mépris. Elle a lu les premières pages. Nous l'avons écouté en silence. L'une d'entre nous a dit « Mais ce n'est pas un livre, ça !» Elle en a pris un autre, un livre d'histoire cette fois, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Notre exaspération croissait au fil de sa lecture. Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas un mot de vrai quant au style exécrable. « Lis-nous de la poésie !» avons-nous crié impatientes. « De la poésie, de la poésie !» Je ne saurais décrire la consternation qui s'est abattue sur nous lorsqu'elle a ouvert le petit volume pour se mettre à débiter les niaiseries sentimentales et verbeuses qu'il contenait. C'est une femme qui a écrit ça, s'est empressée de dire l'une d'entre nous. Mais non, a répondu Paul, c'était un jeune homme qui comptait parmi les poètes les plus reconnus du moment. Je vous laisse à penser l'effet de cette découverte. Malgré nos crises et nos protestations, elle a tenu à nous lire des extraits des vies des Lord Chancellors. Quand elle a eu achevé, Jane, la plus âgée et la plus sage d'entre nous, s'est levée pour dire que pour sa part, elle n'était pas convaincue. Voyons, si les hommes écrivent des sornettes pareilles, pourquoi nos mères auraient-elles gâché leur jeunesse à les mettre au monde ? Nous nous taisions toutes, et dans le silence, on entendait Paul octer. « Pourquoi est-ce que mon père m'a appris à lire ? Pourquoi ?» Clorinda était la première à reprendre ses esprits. C'est notre faute, tout ça. Nous savons toutes lire, mais Paul est la seule qui ait pris la peine de le faire. Moi, par exemple, j'ai toujours tenu pour acquis qu'une femme avait le devoir de porter des enfants. J'ai vénéré ma mère pour en avoir porté 10, ma grand-mère plus encore pour en avoir porté 15. Je ne vous cache pas que je nourrissais l'ambition d'en porter 20. Nous avons traversé les siècles avec la conviction que les hommes étaient également industrieux. Oh, c'est une catastrophe, on sent que je suis fatiguée. Et que leurs œuvres étaient d'égal mérite. Nous accouchions d'enfants, eux, supposions-nous, accouchaient de livres et de tableaux. Nous peuplions le monde, eux le civilisaient.
Mais maintenant que nous savons lire, qu'est-ce qui nous empêchera de juger sur pièce? Avant de mettre au monde un autre enfant, il nous faut jurer de le découvrir tel qu'il est, le monde. C'est ainsi que nous avons fondé une société de questionneuses. L'une d'entre nous devait aller voir un militaire de carrière, une autre se cachait dans le bureau d'un universitaire, une autre encore assister à des réunions d'hommes d'affaires, et toutes, nous devions lire des livres, regarder des tableaux, aller au concert, ouvrir l'œil dans la rue et poser des questions sans cesse. Nous étions très jeunes, et vous jugerez de notre simplicité quand je vous aurais dit qu'avant de nous séparer, ce soir-là, nous sommes convenus que le but de la vie était de faire des hommes qui soient bons et des livres qui ne le soient pas moins. Nos questions viseraient à découvrir si les hommes avaient désormais atteint ce but. Nous avons fait le serment solennel de ne pas mettre au monde un seul enfant, que nous n'en ayons le cœur net. Nous voici donc partis, qui au British Museum, qui à la Marine Royale, qui à Oxford et qui à Cambridge. Nous avons visité la Royal Academy et la Tate Gallery, entendu de la musique contemporaine dans des salles de concert, nous sommes allés dans les tribunaux, nous avons vu créer des pièces. Aucune ne sortait dîner sans poser à son cavalier certaines questions, dont les réponses étaient scrupuleusement notées. Nous nous retrouvions régulièrement pour comparer nos observations. Ah, c'était de joyeuses réunions. Je n'ai jamais tant ri que quand Rose a lu ses notes sur l'honneur et qu'elle a raconté comment elle s'était déguisée en prince éthiopien pour monter à bord d'un vaisseau de Sa Majesté. Le canular découvert, et là on va avoir toute une anecdote qui reprend une anecdote réelle de la vie de Virginia Woolf et de ses amis. Alors, je vais rester juste là pour dire un peu tout ce qu'il y a à dire et vous laisser le plaisir de la découverte de cette nouvelle si vous ne l'avez pas lue, ou celui de sa relecture si vous avez envie de la relire à partir de ce que je vous en dis. La nouvelle va s'étendre quand même sur plusieurs années, ce qui, ça, en fait quelque chose d'un peu étrange autour d'un événement, mais qui se décroche ici par la narration de cette anecdote, ensuite par d'autres éléments, une nouvelle réunion de cette société, étendue jusqu'à l'inscription de la guerre dans la nouvelle elle-même. Et ça, c'est quand même intéressant d'avoir cette espèce de dilatation quand la nouvelle est toujours présentée comme une condensation. C'est à mon avis que la condensation se situe ailleurs et qu'en fait ce décalage temporel répond à un décalage de ton et de registre qui est lui-même un décalage diégétique. Je m'explique. Ce décalage, on l'a bien sûr dans au niveau diégétique, dans cette question, de cette société de questionneuses, bon, avec cette légère invraisemblance sur laquelle on acceptera de passer, qui est d'avoir lu tous les livres de la Bibliothèque nationale. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a des femmes qui ont du cœur à l'ouvrage et qu'elles peuvent être courageuses. Mais ce constat de la médiocrité des livres, ou du moins d'une part de ces livres, elle ne dit pas la majorité, elles ne disent pas la majorité, qui mène à ces questions et à cette résolution grève des ventres, parce que c'est ainsi que cela s'appelle. C'est notamment théorisé par Marie Huot au XIXe siècle, en France. Je connais mal le mouvement néo-malthusien français et encore moins son équivalent anglais. C'est de cela, enfin de néo-malthusianisme. Donc d'une grève des ventres, souvent sur cette question de ne pas fournir de chair à canon, mais qui répond très exactement à un impératif patriarcal qui est dans une division des tâches, création d'un côté, procréation de l'autre. Les femmes font des enfants, les hommes font des livres et des tableaux. Et je trouve extrêmement intéressant de voir comment il y a une forme de métonymie qui veut que ce soit la création artistique qui soit l'élément véritablement retenu pour l'ensemble, on va dire, des affaires du monde, quand bien même les questionneuses vont au-delà des questions artistiques et politiques. Non sans oubli, mais je n'en dis pas plus. Et donc finalement, cette grève des ventres n'est pas décidée par refus, mais elle est présentée comme une suspension qui va amener les femmes à se faire lectrices, questionneuses et en fait critiques. Et cela, c'est très intéressant. Parce qu'il ne s'agit pas là de voir des femmes qui vont produire ou créer. Bien sûr que c'est une chose que Virginia Woolf défend. Mais qui vont interroger ce qu'ont fait les hommes. Et donc, est-ce que leur sacrifice, le terme n'est pas vraiment... la peine
la peine pour lire, a le devoir de porter des enfants. Est-ce que cette tâche qui repose sur un mérite qui serait égal entre hommes et femmes, finalement la question est de savoir si les hommes ont rempli la part d'un contrat qui, ce n'est pas dit, a été imposé aux femmes. Nous peuplions le monde, eux le civilisaient. Extraordinaire, hein? Avec cette espèce de critique d'une civilisation bien peu valable. Et qu'est-ce qui se passe? Ces femmes qui se fréquentaient dans l'ennui, on empile les sucres sur la soucoupe de la tasse de thé, hein, par ennui, conduit à l'expression d'un désespoir, qui est lui-même provoqué par un homme singulier, avec une disposition testamentaire très particulière, donc le père de Paul. Et donc là, la question, ou plutôt ce qui rassemble ces femmes dans ce qui devient une société, qui passe en fait d'une fréquentation amicale à un projet commun, repose sur cette question de savoir si, enfin, dont le postulat est que le but de la vie est de faire des hommes qui soient bons et des livres qui ne le soient pas moins. Et si les livres sont moins bons que l'ont supposé les femmes, avant examen critique, il n'y a donc plus de raison de faire des enfants. C'est presque du SCOM. Voilà, ce n'est pas le SCOM, on n'en a pas la colère, mais bon, il y a d'autres points communs avec le SCOM dans cette nouvelle. Mais on a quelque chose ici qui passe par la simplicité très simple de cette question et de ce projet collaboratif d'examen critique du monde et des œuvres d'art, qui en fait revient à juger les hommes. Elle est quand même, cette nouvelle est quand même ici politiquement assez fine, dans le sens où ces femmes sont rappelées comme très jeunes, si ce n'est ingénues. Et tout cela va passer donc par pas mal d'anecdotes racontées, de retrouvailles, de comptes rendus et de rapports. Dans cette vaste tâche de procéder à un examen critique des hommes afin de décider si oui ou non il faut à ces femmes continuer à faire ce qu'elles avaient toujours pris pour leur devoir sans le questionner. Et en fait, c'est là où Woolf interroge un des postulats les plus forts du patriarcat, cette division genrée du travail, qui revient à cette séparation entre sphère domestique ou privée et sphère publique. C'est une séparation qui est inventée, qui est théorisée avant la Révolution française, mais qui devient vraiment un impératif avec la Révolution. Impératif politique, social, philosophique, législatif. Il ne faut pas croire que ça n'a pas d'influence sur les vies, évidemment, bien sûr que si, ça a une énorme influence sur les vies. Et ouais, cette nouvelle m'a vraiment claqué, parce qu'elle est justement très simple dans cette opération de déconstruction, et parce qu'elle montre comment cette déconstruction est elle-même et collective et joyeuse, et naïve, ou faussement naïve, puisqu'évidemment, la narratrice appartient à cette société, mais elle en est aussi autre chose, et on a des phénomènes qui ne sont pas encore rapprochables de ce que fait Monique Wittig dans le Poponax, mais de glissement des voix qui vont vers un sujet féminin collectif qu'on a un peu dans le Poponax et qui sera vraiment présent dans les guerrières avec un bien autre ton et une autre tonalité et un autre genre, enfin d'autres genres littéraires. Là, on a quelque chose qui ressemble très fortement à ce qui est une nouvelle, on va dire, assez traditionnelle, ou plutôt emblématique du 19e siècle nouvelliste, je pense vraiment à Maupassant, qui bien sûr est plus que le représentant de son époque, de sa période, qui va montrer comment un élément perturbateur perturbe le monde. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez propre à la nouvelle, mais cette perturbation
ici, elle se fait vraiment par cette superposition de décalage diégétique entre la naïveté et la portée politique de la nouvelle, décalage de ton entre la gravité de la chose et la légèreté, et les rires de ces femmes qui font société, et qui sont presque un club en fait à ce moment-là, qui commence à être un club de femmes. Et ça, je trouve ça aussi très, très fort comme représentation, et qui passe par une nouvelle à la structure, non pas éclatée, mais là aussi décalée par cette dilatation temporelle, par ces décrochages narratifs, l'inclusion d'anecdotes, enfin c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué, et un recueil qui m'a beaucoup plu. Je vais en rester là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt.